Bonjour à tous, ravi de vous accueillir et pour cette deuxième édition des rencontres business de l'Observatoire Comédia. Ce programme est né maintenant il y a quelques semaines. Il a rencontré son succès lors d'une première édition. Nous avons le plaisir d'avoir, et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, donc effectivement, nos deux experts qui vont pouvoir analyser, veiller, observer, donner leur point de vue sur chacune des entreprises innovantes qui viendront pitcher. Et je vais donc rapidement passer la parole à Louison, mais avant toute chose, je vais relaisser Isabelle se présenter et Philippe. Isabelle. Bonjour à tous et je suis ravie d'être là. Merci Dominique, merci Louison pour ces invitations. Moi, je suis directrice digitale de France Éclat, qui est une entité, on va dire, qui dépend du ministère de l'Industrie. Et je m'occupe de la transition digitale de environ 14 000 entreprises qui sont représentées en fait dans 5 filières: l'horlogerie, la bijouterie, l'orfèvrerie, la joaillerie et les arts de la table. Voilà, donc ça concerne 14 000 entreprises et j'essaye de donner quelques clés, quelques outils collectifs, pour l'ensemble de ces filières. Voilà. Merci Isabelle. Mon cher Philippe. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Dominique une nouvelle fois pour cette organisation de ces rendez-vous business dont on a vraiment besoin en ce moment pour garder un peu le lien entre nous tous. Je suis responsable du pôle innovation et numérique au sein de la médiation des entreprises, qui était un partenaire historique de l'Observatoire et dont la vocation de la médiation est de faire en sorte que les relations entre les acteurs économiques, publics, privés, administration, etc., soient les meilleures possibles, de façon à ce que la confiance et le dialogue soit au zénith. Et en ce moment, il y en a encore une fois terriblement besoin parce que la distanciation n'est pas quelque chose qui favorise tout ça. Et je m'occupe particulièrement de tout ce qui touche à l'innovation, au financement d'innovation, et puis faire en sorte que encore une fois, les gens se rencontrent, se découvrent et de l'appétit les uns pour les autres dès qu'on parle d'innovation. Voilà. Merci Philippe. Oui, un mot. Pour nous, l'Observatoire Comédia, il est stratégique aujourd'hui que l'ensemble des grands donneurs d'ordre, mais également les acteurs de la filière, les ETI, puissent passer commande. Je le rappellerai jamais assez. Donc cette nécessité lors de cette relance qui malheureusement a été, je dirais, ralentie par effectivement à nouveau la crise sanitaire qui a dominé. Mais il est essentiel aujourd'hui pour nous que nous puissions redonner et permettre à l'ensemble de nos adhérents, à l'ensemble des entreprises innovantes, de remontrer toute la valeur distinctive qu'ils apportent. Et je suis absolument convaincu que la dynamique de l'innovation sera probablement l'un des moteurs de la relance. J'en suis absolument convaincu et je crois que tous les participants ici aujourd'hui en sont également convaincus. Je vais laisser Louison effectivement ouvrir le débat. Merci Louison d'avoir organisé cette nouvelle, je dirais, rencontre et cette table ronde avec encore 5 entreprises particulièrement performantes et que nous suivons de très près à l'Observatoire Comédia depuis de très nombreuses années pour certaines d'entre elles. Et j'espère qu'elles trouveront leur public. Il faut savoir que l'importance des réseaux sociaux et les dernières actions qu'on a pu développer l'ont montré, permet à nous aussi de promouvoir au-delà de ce webinaire et de la rencontre et des échanges que nous partageons. La dimension des replays, la dimension qui est celle de reconnecter l'ensemble de vous, entreprises qui allaient pitcher ce matin, est un élément important pour que vous puissiez relayer l'action post-événement de ce matin. Ma chère Louison, eh bien, écoute, à toi de jouer et vas-y, go. Bonjour à tous, merci Isabelle, Dominique, Philippe pour ces présentations. Merci à tous d'être parmi nous ce matin pour cette deuxième rencontre business autour du sujet complémentarité des médias, un sujet qui tient à cœur à l'Observatoire Comédia. Petit rappel simplement pour le timing, donc ces rencontres, comme vous le savez, donc deuxième rencontre aujourd'hui, mais il y en aura d'autres. L'idée, c'est vraiment de faire perdurer ça dans le temps. Timing d'aujourd'hui, 5 entreprises avec nous, 10 minutes pour chacune pour qu'elles se présentent, donc 5 minutes présentation de leur offre, suivi de 5 minutes réponse aux questions. Elles viendront sur scène à tour de rôle. Donc voilà, tout simplement préciser là-dessus ça. Dernière petite chose avant de lancer ces rencontres, vous avez donc l'espace questions qui est ouvert et l'espace chat. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions
Elle est posée sur ces espaces dédiés. Les pitchers pourront y répondre par écrit à la suite de leur pitch. Idem pour l'espace sondage. À la fin de chaque pitch, nous mettrons un sondage sur l'écran pour que vous puissiez nous indiquer si vous souhaitiez poursuivre les échanges avec telle ou telle entreprise. Donc, n'hésitez surtout pas. Les entreprises qui pitchent pourront y répondre tout au long de cette rencontre d'aujourd'hui. Donc voilà, donc les présentations sont terminées, on va pouvoir débuter. Donc je propose à Mathieu Gallou de l'agence Comeback du groupe Affluence de monter sur scène pour débuter le pitch. Bonjour à tous, merci à Comedia de nous avoir permis de participer. Alors vous m'excuserez si j'ai quelques hésitations. Pour le coup, Louison nous a fait une petite blague ce matin et elle m'a fait passer en premier, ce que je n'avais pas imaginé. Alors je remercie particulièrement Louison pour cette petite blague du matin. Donc je vais essayer d'être au mieux pour présenter effectivement notre offre. J'avais aujourd'hui un double enjeu lors de cette présentation. À la fois, bien sûr, je voulais vous expliquer un petit peu tout ce que nous pouvions proposer dans le groupe Affluence. Mais au-delà de ça, je voulais aussi partager une vraie expérience stratégique que l'on met en œuvre depuis maintenant très longtemps et vous montrer comment une entreprise, je dirais, dite traditionnelle, sur les dires de Paul d'ailleurs, a pu complètement digitaliser totalement son offre et aujourd'hui se permet d'accompagner des grands annonceurs dans la digitalisation de l'ensemble de leur process marketing. Alors, pour nous, c'est une grande fierté, mais au-delà de ça, j'avais envie de pouvoir partager tout cela. Bon, alors, c'est super, Paul me met la fin de ma presse, comme ça, je peux vous dire à tous au revoir. Non, bon, allez, je démarre. Pour le coup, voilà, le groupe Affluence, qu'on parle souvent de Comeback dans le groupe, mais Comeback fait partie du groupe Affluence. Et pour le coup, ce groupe est constitué de 4 agences. On a aussi, par l'intermédiaire de ce groupe, construit une stratégie d'avoir tout un pan de conseils stratégiques en communication globale, bien sûr on et off, même si on est issu d'un milieu plutôt du print, on a aussi complètement créé et réalisé la digitalisation de l'ensemble de nos offres, donc on est totalement cross-canal aujourd'hui. Et puis un deuxième pan du groupe qui est complètement là sur ce que l'on va appeler la production et la partie déploiement créatif. Donc aujourd'hui, une agence globale qui est Nouvelle Vague, BeHappy qui va intervenir plutôt sur de la création. On aime d'ailleurs à dire que BeHappy est un peu le troublion du groupe. Finalement, elle vient lorsque d'ailleurs Nouvelle Vague, qui est là une plus grosse agence, va pas aller sur des pitchs qui vont être très conséquents. BeHappy va être là pour pouvoir répondre à des demandes beaucoup plus ponctuelles et extrêmement créatives. Et puis le pan de production avec Deinden, que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent, qui est un fleuron de la retouche d'image vraiment dédiée à des marques luxe et premium. D'ailleurs, l'ensemble de l'offre du groupe est vraiment propulsé sur des annonceurs qui ont plutôt, je dirais, une envergure premium et luxe, puisque nos clients vont être des clients comme Louis Vuitton et ensuite des clients comme Roger Cavaillès, Urgo, des grands retailers également. Et puis, une offre totalement globale qui va être à la fois, comme je vous le disais, scindée en deux sur tout un pan de création et de stratégie et puis tout un pan de production. Pour le coup, je vais assez vite sur cette partie puisque l'idée, c'est au contraire de vous montrer comment aujourd'hui on œuvre pour digitaliser les process marketing. En fait, il y a maintenant un peu plus de 8 ans, on a décidé, à force de voir des plateformes collaboratives d'éditeurs qui malgré tout sont pour beaucoup très performantes, mais jamais globales et ne répondant jamais à l'ensemble des besoins de nos clients service marketing. Et donc, on a décidé à un moment de se dire pourquoi nous, on ne serait pas capable de déployer notre propre solution. Et donc, depuis 8 ans, on investit jour après jour pour construire brique après brique cette solution qui aujourd'hui répond à un écosystème global qui va être de pouvoir piloter l'ensemble de ces opérations marketing. Donc là, on va parler plutôt du siège, on va parler plutôt de HQ, puisque notre plateforme, elle s'adresse à des clients qui vont être à la fois des retailers, mais aussi des grandes marques internationales, pour lesquelles le HQ va intégrer des opérations,
que l'on va en amont créer, concevoir, et ensuite, il va pouvoir les déployer, soit sur ses filiales qui vont pouvoir, grâce à notre interface, personnaliser l'ensemble de leurs supports, venir commander différents supports qui soient print ou digitaux, créer, personnaliser des emails, des SMS et pouvoir les router directement via la plateforme et également piloter l'ensemble d'un écosystème avec des produits qui, pour certains, vont pouvoir être stockés. Typiquement, ces écosystèmes, on les déploie chez des annonceurs ou des retailers qui vont utiliser soit l'ensemble de nos outils, soit qu'une certaine partie. On a une stratégie qui est vraiment fondamentale aujourd'hui dans notre manière de faire, c'est qu'on opère de façon totalement collaborative. Alors, vous me direz, rien d'innovant par rapport à une plateforme qui se dit collaborative. Mais en fait, aujourd'hui, nos clients sponsorisent des développements, donc des développements qu'ils ont envie de réaliser et qu'ils ont envie de voir arriver en première ligne sur la roadmap. Et en fait, ces développements ensuite sont déployés sur l'ensemble de l'écosystème. Aujourd'hui, force de cette stratégie, on est même capable de proposer à plusieurs clients de sponsoriser le même développement. Et donc, un développement qui devait coûter une certaine somme va être divisé par ces différents clients et donc est complètement, je dirais, accessible pour ces différents grands annonceurs qui ont souvent des budgets qui sont relativement conséquents. Donc, aujourd'hui, on a 4 grandes briques. Une brique de gestion de projet où vous allez piloter l'ensemble de vos productions. Une solution d'annotation et de BAT en ligne, donc là pour valider l'ensemble de ces campagnes avec des stratégies où plusieurs personnes peuvent venir annoter dessus. Donc, quand on est sur des stratégies internationales, c'est extrêmement intéressant. Un outil qui va être très global, web to print, web to web, mais également une marketplace, puisqu'aujourd'hui, on va venir aussi connecter tout un tas d'écosystèmes qui est complètement extérieur à notre monde de la communication et du print, puisqu'aujourd'hui, par exemple, on est complètement capable de venir intégrer d'autres, je dirais, intervenants. D'ailleurs, un autre intervenant qui est Pixity, qui fait partie de Commedia, est plugué sur notre plateforme collaborative. Et donc, on est vraiment en mode marketplace, puisqu'on vient juste interconnecter des savoir-faire. Là, aujourd'hui, on est en train de discuter avec beaucoup de nouvelles startups pour pouvoir également venir les connecter sur notre écosystème. Et donc aujourd'hui, notre stratégie, elle est d'organiser les réseaux, d'organiser les annonceurs, de leur permettre de gagner beaucoup de temps et d'efficacité et de pouvoir obtenir un time to market qui soit le plus limité possible et le plus pertinent possible. Voilà, j'espère que j'ai tenu dans les 5 minutes. Parfait. Voilà. Merci Mathieu, merci beaucoup. On va pouvoir passer aux questions. Je ne sais pas, Isabelle, je te laisse poser ta première question. Ben merci et bravo pour cette présentation très intéressante. Alors moi j'avais une question. Là on parle de luxe, effectivement, de retailers un petit peu quand même déjà un peu aguerris. Est-ce que vous traitez de petites entreprises, de petits retailers? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux et en quoi en fait le Covid, là, la crise actuelle a pu changer en fait les demandes ou la faire évoluer? Alors effectivement, on va pouvoir travailler avec des réseaux de taille totalement multiple puisqu'on a même, on sait aussi que certains grands réseaux ont aussi un nombre de points de vente qui est relativement limité. D'ailleurs, alors je vais prendre un exemple qui va vous faire sourire parce qu'en fait, on a accompagné au tout début un réseau qui est devenu énorme, mais j'ai envie de dire la marque était déjà extrêmement puissante puisque c'est Burger King quand ils ont démarré. Où ils se sont connectés à notre outil avec un seul point de vente. Alors, vous me direz, c'est sûr, ils avaient un plan de déploiement qui était dingue. Mais malgré tout, on est capable de déployer nos solutions pour des plus petits réseaux. Malgré tout, il est clair que voilà, les budgets d'entrée pour la mise en œuvre de la plateforme ont un coût qui est relativement important. Enfin, important, pour des gros réseaux, c'est rien du tout, mais pour des plus petits, ça peut un peu plus l'être. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va être plutôt sur des réseaux qui vont débuter à une 50aine de points de vente, je dirais. D'accord. Merci beaucoup pour la réponse. Et j'avais peut-être une autre question. Comment vous faites pour émerger par rapport à votre concurrence, votre vraie valeur ajoutée en une phrase? Ce serait quoi? Alors, nos clients le disent souvent, puisqu'on leur a fait un test, c'est vraiment l'agilité, c'est la transparence et je dirais la proximité que l'on peut avoir avec nos clients. D'accord. Et par rapport à la crise actuelle, là, les demandes ont-elles évolué ou pas du tout? Est-ce que vous avez senti une accélération, quelque chose de ce type?
Alors, en fait, on a effectivement senti une accélération. Dès que l'on parle de digitalisation, aujourd'hui, on a un écho. Hein. Donc, on continue. Je dirais que sur nos métiers initiaux de la prod, comme tout le monde, on a effectivement un ralentissement, c'est sûr. Par contre, nous, on a rien lâché et on a continué à déployer nos solutions. Au contraire, ça nous a donné encore plus de rage pour avoir un outil qui soit extrêmement performant en sortie du premier confinement. Et aujourd'hui, on est effectivement de plus en plus sollicité aussi parce qu'on parle de plus en plus de nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, des startups, par exemple, souvent ont une aura sur le marché et on va tout de suite parler d'eux. Finalement, nous, comme on a l'impression qu'on est un vieux dinosaure, on nous invite assez peu. Et donc, alors qu'on a une solution qui, pour le coup, est aussi performante que celle d'une startup. Donc, non, on sent, nous, une accélération sur cette partie-là de notre activité, c'est sûr. Merci beaucoup pour les réponses très claires. Merci. Philippe? Merci pour cette présentation effectivement extrêmement attrayante, intéressante et dynamique. Ça fait toujours plaisir. Moi, mes questions elles vont plutôt porter sur finalement quel enseignement vous retirez de cette période. Alors avec un cas particulier puisque doublement particulier et ça sera également les mêmes questions que je poserai à vos petits camarades tout à l'heure. C'est on a vécu après le confinement, on en a vu les effets sur un plan économique, ça a été quand même extrêmement difficile. On a eu une petite période de liberté, puis on reconfine. Et puis là, ce qui est intéressant, qui est très nouveau et qui est un gros delta par rapport à la première réunion rendez-vous business qu'on a faite, c'est que nous avons maintenant 3 vaccins, 4 vaccins, 5 vaccins, on ne sait plus. Et on a le sentiment que finalement, d'ici peut-être T1 ou T2 2021, les choses devraient repartir normalement, en tout cas en termes de liberté. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que ces 2 confinements vous ont apporté un regard, des critiques et des évolutions sur votre mode de management et finalement sur votre posture, alors à la fois en tant qu'entreprise, à la fois en tant qu'animateur d'entreprise. Est-ce que ça a apporté des changements également sur la perception de l'écosystème dans sa globalité, avec ses partenaires et ses clients? Et puis, la 3e question, c'est finalement, avec l'élan d'optimisme qu'on nous promet finalement avec cette reprise d'une vie normale à très court terme, pour autant qu'on soit tous vaccinés, etc., mais ça c'est notre sujet, est-ce que ça va amener des changements et des orientations nouvelles dans votre façon de travailler et dans votre offre? Alors, je dirais que si je prends le cas de la partie pure management, je pense qu'on a tous des enseignements à tirer de cette situation. J'ai envie de dire, je pense que tous les entrepreneurs ont fait un peu, je ne vais pas dire ce qu'ils ont pu, mais malgré tout, c'est quand même extrêmement nouveau. Nous, on se le répète souvent avec Fabienne Filleul qui dirige le groupe, c'est que finalement, on n'était pas du tout prêt à cela, c'est sûr. Mais en fait, nous, on a vécu que de la croissance. Donc, en fait, nous, on a appris à gérer de la croissance. Et en fait, quand ça nous est tombé dessus, on l'a d'ailleurs souvent expliqué aux collaborateurs, quand ça nous est arrivé, en fait, on ne savait pas, on n'a pas appris à gérer cela. Alors après, vous me direz, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a toujours énormément travaillé, ce qui fait qu'on a toujours géré de la croissance et on n'a jamais pris des gros coups durs sur la tête, même si on a, comme tout le monde, pris certains coups durs. Mais en fait, je dirais que l'enseignement que l'on en a tiré, c'est d'essayer de garder un maximum de proximité avec les collaborateurs, même si je pense qu'on ne le fait jamais assez parce que vous vous doutez bien qu'est-ce qu'on a fait. On s'est aussi focusé sur le business puisque nous, on n'a rien lâché sur le business. On a traité des appels d'offres pendant le confinement. On a fait des soutenances en visio. On a déployé un client qui est une très belle marque pendant le confinement. Donc, on a essayé je dirais, de rien changer. Et par contre, là où on a pris malgré tout un peu de recul, c'est effectivement sur le fait que nous, on avait préparé un plan à 5 ans, en l'occurrence pour la poursuite de la digitalisation de nos offres, mais aussi pour devenir extrêmement crédible sur le marché. Et en fait, on s'est aperçu qu'en quelques mois, on devait y être. Donc concrètement, c'est sûr qu'on a accéléré à la fois la com et puis à la fois le discours auprès de nos clients. On a aussi aidé différents clients parce que dans le retail, forcément, il y en a qui ont beaucoup souffert. Donc, on a essayé aussi d'être assez proche d'eux en espérant qu'ils nous le rendent bien. Mais pour la plupart, aujourd'hui, ils nous le rendent plutôt bien. Donc, je dirais que c'est sûr que rien ne sera pareil. Maintenant, on a envie et on garde ce dynamisme et cette énergie à certains moments, essayant d'arrêter de penser à tout cela pour aussi être extrêmement dynamique et extrêmement actif
Et d'ailleurs, la preuve en est, on est sur de très belles compétitions aujourd'hui. On espère les gagner et montrer à nos clients et futurs clients qu'on a encore énormément de panache et que la digitalisation, on va tous réussir à y mettre notre pierre à l'édifice et qu'on va sortir effectivement encore plus grandi. Merci Mathieu, merci, c'est extrêmement intéressant, mais malheureusement, il y a un petit timing, donc je suis obligée d'arrêter là. Je te propose de répondre aux questions pour les questions qui vont tomber au fur et à mesure de la rencontre. Encore merci pour ta participation. Et merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Et je vais du coup Ludovic Chini pour la société Pixel Inspiration qui peut maintenant monter sur scène. Tous, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, super. Bonjour Ludovic. Ok, bon, je vous entends, vous m'entendez, c'est parfait. Alors, déjà, il y a un premier pas qui est fait. Bonjour à tous. Je te laisse commencer. Tu as du coup 5 minutes pour après 5 minutes de… D'accord, c'est un sacré challenge parce que vous me connaissez bien vous me connaissez bien comme quelqu'un qui est intarissable sur Pixel Inspiration. D'habitude, je fais 1 heure, 2 heures, 3 heures. Là, 5 minutes. Donc, on a condensé 5 slides. 1 slide, 1 minute. Donc, on va essayer d'aller vite. Super, merci. Alors, pour présenter rapidement Pixel Inspiration, déjà dans les grandes lignes, donc Pixel Inspiration est une agence de digital signage en fait, qui fait partie des agences dans le top 10 des agences en fait en Angleterre et qui a été créée il y a 16 ans. Et pour me concernant, donc on a démarré le projet en France il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Donc Pixel est arrivé en France par un rachat en fait de société. Et maintenant, on est intégré au groupe Staci, qui est un groupe de logistique spécialisé dans le marketing. Si on peut passer à la slide suivante, les grandes forces en fait de Pixel, c'est d'avoir rapidement compris que l'affichage, le digital signage, donc l'affichage via des écrans en fait était une aide importante en fait dans le retail et dans les points de vente. Et tout de suite, la grande force de Pixel a été de proposer plus que ça en fait à ses clients, c'est-à-dire qu'on a très rapidement créé en Angleterre un studio d'excellence et une équipe de développeurs d'excellence en fait, permettant de proposer à nos clients en fait des solutions totalement innovantes et totalement différenciantes. Aujourd'hui, le but de Pixel est pas juste de proposer de la digitalisation en fait simple et méchante en fait du point de vente. Le but est d'aller plus loin et de vraiment proposer des solutions innovantes. Si je vous donne un exemple d'une innovation récente, donc vous voyez des écrans qui sont derrière moi, on peut imaginer qu'on peut les piloter via une solution en fait qui fonctionne en SaaS. Nous, on est allé plus loin, c'est qu'on peut modifier en fait le contenu des écrans via une enceinte en fait Alexa par exemple, via des commandes vocales. Donc encore une fois, le but est de digitaliser, oui, mais de digitaliser de manière différente et de manière innovante, proposer des solutions vraiment inédites et jamais vues, on va dire. Alors, toujours dans les mêmes objectifs, la digitalisation du point de vente, c'est souvent pour créer quelque chose d'innovant, de générer de l'émotion, d'informer, de guider le public, d'apporter un plus en termes d'expérience client. Et nous, ce qu'on voit souvent, en fait, après notre passage, alors souvent dans la restauration, après notre passage en général, puisqu'on est très plusieurs secteurs d'activité, on est dans le bancaire, dans la restauration, dans le retail, mais dans la restauration, en général, après notre passage, on observe une augmentation du chiffre d'affaires d'à peu près 20 à 24%. Qui est dû en fait à l'adaptabilité automatique du contenu. Il fait froid, je vais proposer des soupes chaudes. Il fait chaud, je vais proposer des glaces en promotion. Et tout de suite, en fait, on voit qu'il y a un attrait pour le public d'avoir quelque chose de proactif et une proposition commerciale proactive. Et ce qui permet en fait d'avoir un ROI facile à calculer et surtout pour le client d'avoir l'impression d'avoir investi dans une technologie qui va l'aider à développer son business. On peut passer à la slide d'après. Ludovic, tu as la main sur tes slides. Hein. Tu as la main. Ah, j'ai la main sur mes slides. Ah, oui. Parfait. Je n'avais pas vu. Autant pour moi. En termes de technologie, alors, cette slide-là, c'est assez complet. C'est juste pour montrer en fait que Pixel Inspiration est vraiment capable de gérer tout type de techno. On est capable de gérer tout type d'écran, de toutes les tailles. Aujourd'hui, si on doit s'arrêter sur une techno, je pense que c'est les écrans LED en fait qui vont prendre une grosse part de marché puisque c'est une techno qui est de plus en plus accessible en fait par nos clients pour faire des écrans de très très grand format et évidemment installer des écrans, on va dire d'un format inédit ou jamais vu, voilà, qui peuvent un peu plus interpeller le public et qui
encore une fois, sont un plus en fait pour l'expérience client. On est capable aussi de gérer des écrans de toute taille, intégrés ou pas dans du mobilier. Ici, vous avez un exemple, je ne sais pas si on voit la souris se déplacer sur l'écran, mais vous voyez, ce sont des écrans en fait de bord d'étagère. C'est assez fin, en fait, ça fait à peu près 5 cm de haut sur une vingtaine de centimètres de long, et ça permet de remplacer, par exemple, les étiquettes qui sont sur les gondoles, en fait, dans les rayons. Donc, on peut accompagner vraiment un développement de digitalisation aussi bien sur les grands acteurs du retail que les tout petits, et ça grâce à toutes les technos qu'on maîtrise. Deux exemples, si je dois terminer. Là, vous avez une photo en fait d'un flagship qu'on a ouvert dans un aéroport en fait. Et là, vous voyez la mesure en fait de la digitalisation. Donc, vous avez un écran LED en fait qui fait toute la devanture en fait de cette pharmacie et toutes les têtes de gondole sont animées. Donc, encore une fois, la particularité de Pixel n'a pas été juste de proposer de la digitalisation pour juste poser des écrans. On est capable de gérer un projet de bout en bout et de manière totalement de faire du sur-mesure. C'est ce que j'ai écrit en fait. Voilà, c'est la grosse particularité, c'est que poser des écrans pour poser des écrans, on est beaucoup d'acteurs sur le marché à savoir le faire. Proposer quelque chose de sur-mesure pour nos clients, là, on n'est plus qu'une poignée. Donc, c'est une des grosses forces de Pixel, c'est vraiment le sur-mesure et vraiment l'aspect techno et création, puisque le studio est primé assez régulièrement. Et le dernier exemple, si je dois me recentrer un peu sur la France, donc c'est un projet qu'on a développé avec Carrefour Voyage en fait depuis mars 2019. Donc c'est le pitch en fait du client, c'est voilà, on a envie d'être une agence de voyage plutôt innovante, on a besoin de se digitaliser. On a trop de papier dans les agences. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Donc le but a été déjà de réduire l'empreinte papier à égal 0 pratiquement, puisqu'il n'y a plus de papier qui circule dans l'agence. Tout est digitalisé via un écran que vous voyez au fond, qui s'appelle un mur de fiches. Et après, les deux solutions innovantes pour sélectionner un voyage, ça a été de digitaliser un globe tactile. On a un globe tactile que vous voyez en bas et toutes les entrées de la base de données du client en fait se retrouvent sur le globe par des points, par l'affichage d'un point. Et le client peut sélectionner son voyage via le globe tactile. Et la dernière méthode, c'est des dés imprimés en 3D qu'on lance en fait sur un plateau de jeu et qui définissent le résultat en fait pour le client. Donc, encore une fois, le but était de digitaliser, oui, mais de digitaliser de manière différemment en fait, différemment de ce qu'un concurrent aurait pu proposer. Et donc là, on est vraiment dans quelque chose de différenciant. Et donc pour la petite histoire, on a comme je disais, régulièrement primé. Sur ce projet-là, Carrefour Voyage, on a remporté un prix l'année dernière, en fait, qui a été distribué voilà, on a été récompensé par la profession. C'était la meilleure solution de déploiement, en fait, de l'année 2019. Voilà. Merci, Ludovic. Je pense que j'ai fait mes 5 minutes. Merci à tous pour votre écoute. Très bon timing. Merci beaucoup. Isabelle, je te laisse poser ta question. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Comme dirait Philippe, aussi très dynamique là aussi. Moi, j'ai une question en particulier avec cet état de crise où évidemment il y a moins de déplacements en magasin, qu'on est plutôt sur du click and collect et plutôt bizarrement là un affichage plutôt externe à la boutique. Est-ce que là vous avez senti d'autres choses qui sont arrivées, d'autres demandes autour de ça, autour de je vais essayer de vendre même si les gens ne peuvent pas rentrer dans ma boutique? Voilà, quel type d'affichage et quel type de solution? Oui, ça on l'a très bien ressenti. Si je prends encore l'exemple de, alors on a plusieurs clients en France, mais les deux exemples phares sont Carrefour Voyage et La Grande Récré. La Grande Récré fait partie des magasins qui sont obligés de fermer, pour l'instant considérés non essentiels. L'objectif en fait pour ce client-là, c'est qu'on a montré en fait notre capacité à être rapide en fait dans la mise en place de mesures. Le client a eu besoin de mettre en place un click and collect et d'afficher les mesures barrières dans son réseau. Tous les magasins qui étaient équipés d'écran, cela nous a permis vraiment de switcher rapidement sur un autre mode d'affichage très rapidement. Ça s'est fait dans la journée et ça a permis aux clients de diffuser un autre type de communication, aussi bien sur le click and collect que sur les mesures barrières justement qu'ils devaient mettre en place dans les magasins. Et sur Carrefour Voyage, tout simplement, tous les écrans qui sont accessibles pour le public via l'extérieur de l'agence, puisque bon, les agences sont quand même dans des centres commerciaux, donc il y a du trafic devant les agences. Trafic qu'on mesure puisqu'on a une solution d'analyse d'audience en fait qui tourne sur une des agences Carrefour Voyage. Donc on n'a pas vraiment vu alors le trafic a réduit pendant le confinement, mais si on doit analyser le trafic qui est resté important en déconfinement,
ça a permis aux clients qui n'avaient pas encore ouvert son agence de voyage ou pas réouvert totalement de diffuser des communications directement, on va dire, plus ciblées pour les clients qui étaient dans le centre commercial. On a pu ajouter des QR codes en fait qui permet aux clients de flasher en fait la fiche produit et d'aller directement sur le site Carrefour Voyage. Donc, grâce aux écrans et grâce aux communications qu'on a pu gérer en fait à distance, on a permis aux clients de Carrefour Voyage justement de pouvoir se connecter sur le site et peut-être de sélectionner d'autres produits ou d'aller voir l'offre en fait Carrefour Voyage via le site internet. D'accord. Merci beaucoup pour la réponse. Très intéressant, en effet. À mon tour. Oui. Donc, moi, je voudrais vous poser finalement deux questions. Alors, une première qui va toucher à l'impact managérial et puis à une vision que vous avez au sein de votre écosystème en général suite à ce premier confinement, ce deuxième confinement, et puis en lien avec ces deux étapes, on va dire. Est-ce que vous envisagez, puisque les vaccins sont là maintenant, on les voit arriver, de changer quelque chose sur le début d'année 2021, dès lors qu'on sera tous vaccinés à nouveau en totale liberté de mouvement? Ça, c'est une question d'ordre managérial en général. Qu'est-ce que vous feriez ressortir de tout ça? Et puis, j'ai une petite question de curiosité par rapport à votre offre. Je vois apparaître tout un tas de devices. Est-ce que les lunettes de réalité virtuelle font partie de vos réflexions et qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact encore plus immersif pour le client avec ce type de device? Alors sur la première question, nous comme tout le monde, il a fallu qu'on s'adapte en fait. Alors moi encore plus parce que je dépends en fait, on est en mode start-up en fait sur la France, mais on dépend d'une société anglaise. Donc vous imaginez bien les problématiques qui ont été les miennes, surtout que les Anglais sont plus touchés, impactés, on va dire économiquement que nous en fait. Pour le Covid. Donc, il a fallu s'adapter. On était en pleine phase de déploiement, en fait, pour les agences de voyage Carrefour. Il a fallu que je m'adapte parce que mes collègues anglais ne pouvaient plus venir en France, en fait, pour effectuer les installations. Donc, encore une fois, ça a été, on a prouvé qu'on pouvait s'adapter rapidement, que l'offre continuait, que le business continuait. On a réussi, on a fait, comme mon prédécesseur, en fait, on a réussi à répondre à des appels d'offres pendant le confinement. On a réussi à pitcher des nouvelles entreprises pour distribuer notre offre pendant le confinement. On a rentré des clients pendant le confinement. On a fait énormément d'installations en déconfinement et on en fait encore là pendant le confinement numéro 2. C'est-à-dire comme on peut quand même aller faire des installations, on continue à faire des installations. Donc encore une fois, il a fallu qu'on s'adapte, mais vraiment pas trop de difficultés. La plus grosse difficulté sur le business, c'est comme tous les clients de start-up, en fait, on sent que nos clients en fait sont quand même recentrés un peu sur essayer de se recentrer sur des coûts vraiment essentiels aussi. Donc évidemment, comme on a une grosse empreinte en fait client dans le retail, il y a eu moins de demandes en fait de développement sur le studio, moins de demandes de développement, on va dire sur du développement physique en fait, sur des solutions pour notre équipe de développement, mais on n'a quasi pas perdu de clients et on continue notre développement. Voilà. Sur la deuxième question sur la VR, alors c'est une grande énigme la VR. Alors moi, comparé à peut-être certaines personnes qui sont dans les participants aujourd'hui, j'ai moins de backup en fait sur le milieu du digital signage. Mais de ce que je vois, c'est pas quelque chose pour l'instant il y a un attrait, ça plaît aux gens, mais ça plaît pas longtemps. Et je vais vous dire, je suis même le premier concerné, c'est que j'utilise la VR en fait dans le cadre personnel. J'en ai utilisé pour des jeux vidéo, pour d'autres choses. C'est excitant au début et ça l'est moins après. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est une techno qui peut apporter vraiment un plus ou un effet waouh en fait dans un point de vente. Est-ce que c'est quelque chose qui va durer dans le temps? De mon avis, je sais pas trop. C'est immersif, oui. Ça apporte quelque chose, oui. Est-ce que c'est immersif dans le temps? Je vois pas ça comme quelque chose de vraiment différenciant. Plus différenciant, vraiment, ça va être les interactions qu'on va pouvoir générer entre l'écran et le public. Là, je pense plus à la gestion d'audience. C'est ce qu'on développe, nous, pas mal. C'est des caméras qui sont capables de détecter le genre humain. Alors, attention, c'est RGPD puisqu'on ne détecte pas, c'est pas de la reconnaissance faciale, c'est de la reconnaissance de genre. Et si je sais que, par exemple, dans une agence Carrefour Voyage, si je prends encore cet exemple, si je sais qu'un homme de 30 ans va plus s'orienter à un type de voyage et pas à un autre, je peux proposer directement via la détection du genre, en fait, à l'écran, un voyage qui peut peut-être l'intéresser. Donc, je suis plus, moi, sur de la technologie intelligente
qui ferait la différence plutôt que sur l'AVR. L'AVR, c'est encore, même si ça fait quelques années, ça reste confidentiel et je vois pas ça dans le temps. Ok, merci. Louison, peut-être juste une petite question vraiment toute rapide. Très rapide alors. Oui, pour être rapide, Ludovic. Vous m'entendez toujours? Oui, toujours. Juste une question, puisque vous avez effectivement vous m'entendez plus? Allô, je crois que Ludovic n'entend plus. Ah, parce que je voulais savoir Dominique, je ne vous entends plus non plus. Il a été coupé? Non, il n'a pas été coupé. Non, il est là. Moi, je l'entends bien. Moi, mais nous aussi, on l'entend bien. C'est lui qui ne nous entend plus, en fait. Hein. Oui, c'est lui qui a pas le retour. Ludovic, tu nous entends à nouveau? Non. Non, j'ai l'impression que c'est fini. Parce que j'aurais aimé savoir son retour d'expérience sur une entreprise qui est à la fois en Angleterre et à la fois en France. Oui. N'hésite pas à poser si tu veux, sinon, parce que là, il ne t'entend plus, la question par écrit dans l'espace dédié et on va passer à l'entreprise suivante. Ça marche. Merci. Donc, du coup, on va passer à l'entreprise RTCX avec Sanjay, qui devrait se préparer et nous rejoindre. Et Philippe, tu vois, tu as l'espace questions sur la droite, donc n'hésite pas à poser ta question. Je suis dessus. Bonjour Sanjay. Alors, Dominique, bonjour à tous. Je suis ravi. Oui, un problème de son. Ouais, c'est pas top. Je n'entends pas. Sanjay, on t'entend très mal. On t'entend pas. Ou alors on n'a pas le bon décodeur. Il y a un truc. On n'a pas payé. On l'entend pas. Ouais. Non, pas du tout là. Pour essayer de deviner. On va sûrement faire un dernier test, pour refaire un test avec Sanjay, le refaire remonter sur scène. Oui. Sinon, en attendant, on passera à l'entreprise suivante. Bon, j'ai pas l'impression que Sanjay arrive à revenir. Ce que je propose peut-être de passer du coup à la société Vidata en attendant avec Alex Chinon et on fera le test peut-être après avec Sanjay. Ah, peut-être là. Voilà. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc ça marche bien? Ouais, on t'entend très bien. Donc, à toi de jouer. Tu as 5 minutes pour présenter ton offre. Ok, donc tu projettes la presse? Oui, elle va. Voilà, parfait. Ok, super. Donc, moi, je suis Alex Chinon, CEO et cofondateur de Vidata. Donc, en préambule, aujourd'hui, quand on est un acteur majeur du secteur banque, assurance, énergie ou télécom, on se doit d'avoir une relation avec ses clients qui est à la fois multicanal et personnalisée. Le sujet, c'est comment on fait pour personnaliser efficacement une relation client sur les canaux digitaux, efficacement et de manière innovante. C'est à cet enjeu spécifique qu'on souhaite et qu'on répond, nous, au quotidien. Donc, Vidata, c'est quoi? C'est une solution qui va permettre de générer en masse des vidéos personnalisées pour chaque client en utilisant des données qui sont propres à chacun d'entre eux. Par exemple, on va retrouver des critères de personnalisation dans une vidéo tels que le nom, le prénom, le montant total d'un crédit consommation, le montant utilisé, le montant disponible, les coordonnées du conseiller à appeler pour avoir plus d'informations. Ce qui est absolument génial avec la solution de vidéo personnalisée de Vidata, c'est que chacun des clients va recevoir et visualiser une vidéo unique qui lui est spécifiquement dédiée et qui va répondre exactement à ses attentes et à ses besoins. Donc, la solution, elle a 3 bénéfices clés. Le premier, c'est améliorer la compréhension du client et donc sa satisfaction. Le deuxième, c'est permettre des campagnes full digital ou multicanal qui sont performantes et innovantes et parfaitement personnalisées. Et le troisième, c'est booster la performance des actions marketing et donc leur rentabilité.
Nous, aujourd'hui, on est leader en France sur le sujet de la vidéo personnalisée. On génère en cumulé environ 660 000 vidéos personnalisées par mois pour des clients grands comptes tels que Allianz, BPCE, Groupama, etc. La solution de vidéo personnalisée, ce qui est absolument formidable, c'est qu'elle va en fait s'insérer tout au long du parcours client. En amont sur du recrutement, en aval sur de la réactivation et sur les phases de fidélisation, elle va permettre du coup d'améliorer les welcome process, les actions de cross-sell, les programmes de fidélité ou ce qu'on appelle le service après-vente, le self-care. On travaille aujourd'hui pour de multiples acteurs, comme je le disais, du secteur banque, assurance, énergie, télécom, mais pas que. On a aussi de l'immobilier, du retail. Et ce que je vous propose, c'est de visualiser maintenant un exemple, un cas client qui est celui d'Allianz, que j'adore. Donc, cliquez pour activer le son. Elle n'était pas finie, la vidéo. Allô? Et ça donne une bonne idée quand même. Oui, ça donne la vidéo n'était pas finie, mais c'est pas… Alors, attends. Non, il faut aller un peu plus loin. Là, tu remets au début, là. Voilà. Vous nous faites déjà confiance pour votre assurance. Seriez-vous intéressé par cette solution d'assurance? Donc, on a vu là le cas Allianz où la vidéo personnalisée vient s'inscrire à deux endroits du parcours client, comme vous l'avez compris. Le welcome process, on souhaite la bienvenue au client, on lui présente sous forme de vidéo son espace client à lui et on lui propose de l'activer. Et quand il le fait, 3 mois après, on va lui envoyer un nouvel email avec une proposition de cross-selling, donc pour booster le multi-équipement. Toujours en vidéo personnalisée. L'action et l'impact en fait de la solution avant-après, c'est-à-dire ces emails existaient chez Allianz, on les a enrichis avec la vidéo personnalisée et flagrant en termes de résultats obtenus, c'est-à-dire qu'on a augmenté
le pourcentage d'espaces clients qui ont été activés, parce que c'est un vrai sujet pour Allianz, de faire en sorte que les gens soient enrôlés dans leur espace client et soient autonomes dans leur espace client online. Et on a également augmenté le nombre de devis effectués via la plateforme en ligne. Merci, merci Alex. On va passer aux questions. Isabelle, si tu veux bien poser ta question. Merci beaucoup pour cette intervention et c'est très intéressant, original et vraiment très intéressant, cette vidéo personnalisée. Moi, j'ai une question. Est-ce que ce sont des vidéos qui sont cliquables ou pas du tout? Est-ce que c'est possible? Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez constaté une évolution de l'objectif par rapport à ces vidéos, de la prospection, de la fidélisation, peut-être les deux, et qu'est-ce que la crise a justement à orienter ces tendances plus ou moins? Alors, les vidéos, effectivement, comme on le voit dans la vidéo démo, mais peut-être trop rapidement, sont parfaitement cliquables. La vidéo personnalisée envoyée à Monsieur Dupont, qui vient de souscrire au contrat d'Allianz, dans l'objectif de lui faire activer son espace client, elle est vue dans une page web. Donc, on voit la vidéo dans une page web. Il y a un bouton cliquable sur la page web qui dit « Activer mon espace client » et il y a ce même bouton cliquable dans la vidéo. Donc, on a ce qu'on appelle un player interactif qui permet d'insérer des boutons cliquables. La deuxième question, est-ce que la solution de vidéo personnalisée a un impact sur la rentabilité et la performance des actions marketing? La réponse est oui, catégoriquement. Dans la mesure où… Pardon. C'était plus sur l'évolution des objectifs des entreprises qui vous font la demande de vidéos personnalisées. Est-ce que c'est plus pour fidéliser, plus pour prospecter? Ah, pardon, ouais, j'avais pas compris. Sur des petites entreprises, c'est important. Nous, on travaille principalement avec des grands groupes ou des ETI. Donc, on a plutôt affaire à des entreprises qui ont minimum 50 000 clients. À part en B2B, c'est plutôt 10 000 clients en minimum. Et donc, la solution de vidéo personnalisée, elle est utilisée sur l'ensemble du parcours client et principalement sur les phases de fidélisation, comme on le voyait sur la courbe des slides, c'est-à-dire pour du welcome process, du cross-sell, de l'upsell, du programme de fidélité et du self-care. Donc, on est très bon. La solution est excellente dans un contexte de programme de relation client ou alors dans un contexte de programme de relation prospect. Mais il faut que votre prospect vous connaisse déjà. Si vous lui envoyez une vidéo personnalisée alors qu'il ne vous connaît pas, c'est intrusif, ça ne fonctionne pas. Par contre, s'il vous connaît, s'il a renseigné un formulaire en ligne avec des critères qui lui sont propres pour obtenir un devis et que vous lui envoyez ce devis en vidéo personnalisée, ça fonctionne hyper bien. D'accord. Je vous remercie beaucoup. C'était très clair. Merci. Philippe, peut-être une question, mais très rapide, parce qu'on a perdu un petit peu de temps. Alors, une question très rapide, c'est qu'est-ce que vous retirez comme enseignement de ces 2 vagues de confinement sur le management de l'entreprise et de son écosystème? Nous, on est clairement une solution qui permet la relation client à distance et qui l'améliore sur le canal du digital. Donc, en fait, les entreprises ont besoin plus que jamais que leurs propres clients soient autonomes sur des outils digitaux, sur leur espace client, qui savent se débrouiller tout seuls pour faire court. Et la vidéo personnalisée, c'est quoi? C'est un magnifique outil pour améliorer la compréhension et l'autonomie du client, donc sa satisfaction. Et donc, il y a un momentum pour nous avec cette crise qui est phénoménale. On est en plein boom. Merci, Alex. Je propose qu'on essaye de tester à nouveau avec Sanjay de la société RTCX. Je vois qu'il se prépare. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Ravi de vous voir. Ravi, désolé, problème de connexion, je suis désolé. Pas de problème, on te laisse commencer, présenter ton offre, tu as 5 minutes. Très bien, merci beaucoup. Alors du coup, je vais attendre la présentation.
Voilà, hop là, donc on n'est pas tout à fait au début. Alors voilà, alors je vous présente aujourd'hui RTCX, qui veut dire Real Time Community Experience, qui est une startup que nous avons créée en 2017, qui a vocation à soutenir donc ses clients dans tout ce qui est la création, le déploiement de stratégies d'engagement avec les publics et avec les consommateurs. Donc aujourd'hui, nous avons deux secteurs de prédilection qui sont aujourd'hui les médias d'une part, où on aide les médias à développer leur stratégie de data-driven content, et le secteur de la relation client et ceux qui font du marketing relationnel avec du déploiement de la stratégie qui se base plus sur du data-driven service. Donc concrètement, nous aujourd'hui, voilà, ça c'est ce que vous voyez là est notre philosophie. Toute notre startup se repose sur ce concept de la symétrie des attentions, qui consiste à dire que si aujourd'hui on a des clients qui sont heureux, on aura des collaborateurs heureux et ça sera un cercle vertueux. Et par les temps qui courent aujourd'hui, je pense qu'il est important pour les marques de s'engager dans des stratégies d'engagement, car ce sera ça qui va faire que d'une part, ils vont fidéliser les clients existants et réduire le churn un maximum, et ensuite, va leur permettre d'acquérir de nouveaux clients pour pérenniser leur business et leur business model. Voilà. Donc, nous, aujourd'hui, la solution problem solving que nous proposons, on l'a déclinée donc, en 3 catégories. Une solution, donc une offre, pardon, pour les TPE et PME. La deuxième pour les grands comptes. Et la troisième pour les collectivités locales qui ont aussi besoin de savoir comment, ce que sont leurs performances et comment les administrés perçoivent leurs performances par rapport aux services rendus. Donc, nous, aujourd'hui, nous faisons un accompagnement en 3 phases. Le RTCX Analyzer est notre outil propriétaire d'analyse sémantique qui va aller chercher sur les blogs, les forums et les réseaux sociaux tout ce qui se dit autour d'une marque, d'un produit ou d'un service. Alors là, vous ne le voyez pas, mais on a une intelligence artificielle qui est en cours de développement et qui va catégoriser, trier toutes ces interactions sociales, donc déjà en degré de sentiment, positif, négatif et neutre, et par la suite, en fonction des thématiques les plus récurrentes, et ce questionnaire va être généré de façon autonome et automatique par notre intelligence artificielle qui va l'envoyer à nos panélistes qui sont aujourd'hui inscrits sur notre panel propriétaire. Je tiens à rajouter qu'on peut faire aussi des panels en marque blanche. Aujourd'hui, certains clients nous l'ont même demandé. Par la suite, les services associés qu'on propose, c'est notamment du design thinking, de la co-création pour les entreprises qui souhaitent aller au-delà des insights. Donc, les insights, ça permet aux dirigeants de prendre les meilleures décisions business possibles. Et les services associés qu'on propose aujourd'hui permet voilà, de réellement aller dans le vif du sujet en créant du lien avec les consommateurs pour le développement de futurs services et une future offre. Voilà. Donc là, vous voyez le data flow. Donc, imaginez-vous que la data rentre de notre machine par le côté gauche de votre slide. Donc, il y a la partie social media listening, notre intelligence artificielle qui intervient et par la suite, nos panélistes répondent. Donc, cette façon de procéder permet à la fois de prendre en compte ce qui est dit sur les réseaux sociaux par les utilisateurs, les clients à chaud. On sait que très souvent, ils ne sont pas représentatifs de la population. Donc, c'est pour ça qu'on prend un panel avec des gens un peu plus engagés qui donnent leur avis à froid. Et par la suite, on contextualise la donnée et on lui apporte de la valeur. Voilà, donc c'est de la contextualisation et on fiabilise cette donnée. Donc là, vous avez en détail les phases
comment on traite cette donnée. Donc, quand elle rentre dans notre machine, elle est brute et quand elle ressort, elle est contextualisée. Donc là, je ne vais pas trop m'attarder sur les 3 phases. Voilà, là, on est sur le design thinking. Et par la suite, on peut travailler avec aujourd'hui des marques sur leur sujet. Donc nous, aujourd'hui, on va résoudre les problématiques. Notre outil est agile et ça fait partie d'une de ces innovations. Et a priori, parce que je ne veux pas dire ça avec prétention, mais on est les seuls aujourd'hui à allier à la fois de la sémantique et du panel. Et vous voyez certaines références. On a travaillé avec une agence RSE, avec un promoteur immobilier, avec des médias. Et l'idée, c'est de travailler avec tout le monde pour aider tous nos clients à résoudre leurs problématiques, que ce soit côté marketing ou côté relations clients. On travaille aussi avec des pôles data qui ont un peu de mal à trier, à gérer la data qu'ils génèrent pour qu'elle soit utilisable et monétisable. Et on les aide aussi à faire ça. Voilà. L'équipe, on est 3 pour l'instant, mais on a l'ambition de tripler les effectifs si tout se passe bien. Ça devait se faire en 2020, mais on n'a pas pu atteindre nos objectifs pour une raison qu'on connaît tous. Nous, aujourd'hui, on a des prospects qui ont reporté leur projet, mais qui n'ont pas annulé leur projet. Donc, très clairement, on voit qu'il y a une appétence pour cette innovation, mais que malheureusement, le timing, et voilà. Merci Sanjay, je pense qu'on l'a malheureusement perdu. Je ne sais pas si tu nous entends. Isabelle, tu peux peut-être du coup poser ta question. D'accord, merci. Vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend très bien. Oui, on entend très bien. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante également. Donc en fait, si je comprends bien, je reformule, vous automatisez un community manager qui est à la fois modérateur et community manager, on va dire, s'il m'entend, mais je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas, j'ai peur qu'on ait perdu la connexion à nouveau avec Sanjay. Bon, dommage. Alors, en fait, ma question, je vais peut-être lui écrire du coup. Ouais, c'est exactement ce que j'allais vous proposer. Peut-être lui écrire et puis voilà. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez là, du coup. Oui. Moi, j'ai entendu la question d'Isabelle. Nous, on n'est pas du tout sur du community management de plateformes, de réseaux sociaux. Nous, aujourd'hui, on est une plateforme innovante qui apporte une façon nouvelle et différente de faire des études. Voilà, donc ça, c'est très important. Mais, comme je l'ai précisé, nous, aujourd'hui, on n'a pas vocation à ignorer une catégorie de personnes qui aiment s'exprimer sur le digital. On ne peut pas se permettre. Nous, aujourd'hui, on est inclusive. Donc, aujourd'hui, toutes les strates de la société doivent être écoutées. Et c'est un peu notre état d'esprit en interne aussi. D'accord. Et donc, est-ce que la solution ne vient pas justement des clients, enfin de ceux qui s'expriment sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous constatez une tendance qui fait que les gens proposent des solutions maintenant, à la fois pour consommer, pour être et pour pallier à cette crise? Alors aujourd'hui, les gens, très clairement, que ça soit en ligne ou hors ligne, nous disent qu'aujourd'hui, ils veulent un relationnel plus sain avec les marques qu'ils consomment. Et qui sont beaucoup plus aujourd'hui, ils sont prêts à dire stop, j'arrête d'acheter cette marque parce que elle n'apporte pas, elle n'est pas en adéquation avec mes valeurs. Alors, ça ne va pas jusqu'au boycott, hein, mais les gens réfléchissent aujourd'hui quand ils vont consommer et ils réfléchissent à la marque qu'ils veulent acheter. Donc ça, c'est très important. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça doit être une opportunité pour les marques d'investir dans des dispositifs comme les nôtres qui consistent à rapprocher à la fois les collaborateurs, les équipes et les consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, sans partenariat, on n'avancera pas, indépendamment qu'on soit un grand compte, une TPE ou une PME. Il faut aujourd'hui que les partenariats entre les parties prenantes puissent se faire
pour avancer et sortir de la crise, parce qu'on sait que la crise, l'après-crise, à mon sens, sera tout aussi compliquée que la crise en tant que telle. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci Philippe. Encore une fois, désolée, très rapidement, parce qu'on a perdu un petit peu de temps. Je vais faire rapide parce que de toute façon, je vais pas embêter Sanjay sur les retours de la période de confinement sur le management, parce qu'à 3 personnes, on voit bien que c'est quelque chose qui est peut-être assez facile à gérer. En revanche, moi j'ai quand même 2 questions. Et la première est directement liée au dernier commentaire de Sanjay, c'est quel sera le contexte après crise justement, et il pense que ça va être peut-être plus difficile pour un certain nombre de raisons qu'il va nous expliquer. Et la deuxième chose, c'est est-ce qu'il ne faut pas, autour d'une offre de ce type, qui est quand même très réactive sur la détection des signaux faibles venant peut-être de groupes, de corporations, etc., commencer à réfléchir à appliquer des règles du offline sur le online pour éviter que ça parte dans tous les sens? Mais bon, je me méfie en même temps en posant cette question parce que ça peut aller très loin. Alors, du coup, aujourd'hui, on sait très bien que l'approche des consommateurs pour se plaindre n'est pas la même en ligne qu'hors ligne. C'est-à-dire qu'hors ligne, quand ils se plaignent hors ligne, ils s'attendent pas à une réponse immédiate. Très souvent, ces gens-là, d'ailleurs, ne savent même pas comment se plaindre sur le digital. Et c'est des gens qui sont un peu plus, je dirais, plus bienveillants par rapport à une marque, qui sont peut-être plus compréhensifs, qui sont moins exigeants. Alors, je dis pas qu'on ne doit pas leur proposer un service de qualité, mais je dis que celui qui est aujourd'hui va sur Twitter pour se plaindre veut une réponse dans les 30 minutes, il veut une solution immédiatement. Et aujourd'hui, quand on voit que la plupart des entreprises ont, réduit leurs effectifs sur les plateformes relations clients, les réseaux sociaux, on voit, ça commence un peu à bouillonner beaucoup plus que d'habitude. Donc, les entreprises, certes, doivent faire face à une réduction d'effectifs, mais doivent être tout aussi à l'écoute des consommateurs qui sont aujourd'hui perdus, pour certains, qui ne savent plus comment faire. Et donc, aujourd'hui, il faut que ça soit sur l'offline ou que ça soit sur l'online, que les marques fassent preuve d'empathie. S'il n'y a pas d'empathie, le consommateur ne reviendra pas. Donc, l'humain est, à notre sens, intrinsèquement lié à la partie business. Et il ne faut pas se voiler la face. On a du retard dans ce domaine en France et on peut rattraper le retard, mais il faut qu'on s'y mette maintenant. Et il faut qu'on planifie ça maintenant plutôt que quand la crise sera concrètement terminée. Merci beaucoup, merci à tous. Toutes mes excuses pour les problèmes techniques. Ça très bien entendu, tout s'est bien passé. Je fais juste un petit commentaire. J'espère simplement qu'on gardera toujours une frontière assez bien étanche entre le consommateur, le citoyen et lecteur, voilà, par rapport à ce type de solution. Je suis d'accord et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Merci Philippe. Merci Sanjay. Merci à vous et bonne journée à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais laisser entrer sur scène donc la dernière entreprise qui pitch ce matin, qui est Fitcar avec Emmanuel. Tous. Bonjour. Tout le monde m'entend bien? Tout le monde me voit bien? Parfait. Bon, bah super. Je laisse la parole. Super. Bah écoutez, je suis ravi d'être parmi vous ce matin. Alors j'ai écouté tous mes confrères juste avant et je suis ravi d'arriver à ce moment-là parce qu'on parle d'humain et ça tombe bien. On est très humain, nous. On est très axé sur l'humain. Et si on peut démarrer la présentation, je vais vous présenter le concept Fitcar. Parfait. J'ai la main sur la présentation, il me semble. Oui, tu as la main, Emmanuel. Ok, super. Alors, merci beaucoup. Alors, moi, déjà, je suis Emmanuel. Je suis le fondateur de la société Fitcar. C'est un concept qui est à la fois innovant et à la fois, vous allez voir, back to basic, c'est-à-dire assez simple au final, mais qui a son innovation dans son approche. Vous allez voir notre vision. Alors, je vais vous parler d'un sujet qui fâche. Je vais vous parler de la publicité. Et je vais vous parler de qu'est-ce qu'on pourrait définir aujourd'hui comme étant une publicité qui touche. Parce qu'en fait, on essaye tous finalement d'attirer l'attention sur nos marques lorsqu'on est annonceur, sur notre produit, sur notre service, sur notre valeur ajoutée. Mais aujourd'hui, on a du mal à toucher avec une publicité. Alors, pourquoi en fait on a du mal à toucher avec une publicité?
Parce qu'aujourd'hui, en 2020, en fait, les consommateurs, moi, je les appelle même plus des personas, parce qu'en fait, on a l'habitude maintenant de les définir comme des personas. Mais on peut même aujourd'hui aller plus loin et dire que ce sont des personnes. Je les appelle, moi, des gens. J'ai arrêté d'appeler les consommateurs, je les appelle des gens. Alors, pourquoi ce sont des gens? Parce qu'en fait, finalement, on se rend compte que à la moitié de votre publicité, si vous êtes annonceur, vous décidez de toucher une cible, eh bien, à la moitié de votre pub, les gens savent déjà où est-ce que vous voulez en venir. En fait, les personnes aujourd'hui, elles connaissent de plus en plus les rouages du marketing. Elles sont de plus en plus baignées, éduquées. Elles sont parfois même elles-mêmes des marketeurs, des Instagrammeurs, des influenceurs. Et ça, c'est depuis des années. Il y en a certains qui ont été baignés dans les réseaux sociaux pour les plus jeunes et donc qui ne répondent que par ces nouveaux signaux qu'aujourd'hui on peut appeler nouveaux, quoi. Alors, pour résumer ça, on peut dire qu'en 2020, les gens, ils ne sont plus dupes. Alors, je le dis avec un petit sourire parce que finalement, on est tous confrontés à ça. On n'est tous pas dupes parce qu'on est tous aussi des consommateurs et donc des personnes, des gens. Et en fait, le fait de ne plus être dupe, tout simplement, aujourd'hui, on peut dire aussi que les gens deviennent publiphobes. On est tous alpagués sans cesse. On est tous au milieu de publicités intrusives, que ce soit dans notre vie digitale, qui n'a jamais été sur une vidéo YouTube et vouloir cliquer sur ignorer l'annonce le plus vite possible ou sur votre fil d'actualité pour ignorer l'annonce le plus rapidement possible. Tout le monde a un stop pub sur sa boîte aux lettres et tout le monde aujourd'hui refuse la publicité massive qui est omniprésente. Alors, ça se comprend, hein, évidemment, hein, le fait de rejeter la pub de manière massive. Et pour comprendre, moi, j'aime bien redéfinir un petit peu la publicité. Donc, du latin, hein, en fait, état de ce qui est public. Et c'est de dire tout le bien que tu penses de quelqu'un. Alors, ça a l'air simple, mais en fait, c'est le bon vieux bouche à oreille. Le bon vieux bouche à oreille qui, finalement, se vit très bien sur le digital aussi, par les réseaux sociaux, par tout ce qui se tourne autour de la recommandation et des envies et des besoins qui sont croisés par les gens et qui échangent de plus en plus sur les réseaux. Alors, le constat, c'est quoi? Ou une des problématiques qu'il faut soulever, c'est que aujourd'hui, les annonceurs, ils doivent être courageux et audacieux et aller vers les gens. Parce qu'en fait, en pensant que les gens sont dupes, les gens s'en rendent compte et ça ne fonctionne plus. Il faut aujourd'hui arriver à séduire les gens et pour potentiellement le faire avec du panache, ça passe beaucoup mieux. Alors, je le dis parce que, évidemment, le faire avec du panache, ça reprend des notions de proximité, d'aller vers, en fait, les consommateurs. Et donc là, si on peut juste changer de présentation, Paul, ça serait parfait. Voilà, notre parti pris, c'est Fitcar. Donc, c'est d'utiliser un support de communication qui est voilà, complètement différent de ce qui existe. Il s'agit en fait de ce véhicule que vous voyez sur l'écran. En fait, il s'agit d'un vélo allongé qui est caréné. Donc, on a une flotte de vélos qui ont pour particularité, une fois positionnés soit dans la rue, dans les centres commerciaux, dans des endroits hyper ciblés où on va retrouver du trafic piéton, vous allez pouvoir attirer l'attention et surtout sans intrusion. On se rend compte que 95% des gens dans la rue, quand ils voient passer ce genre de vélo, évidemment, tournent la tête et ils veulent en savoir plus. Il y a d'abord on va dire une première approche de curiosité. Et là, nous, on est très opportuniste. On va détourner l'attention de la personne qui est dans la rue pour évidemment délivrer le message du client annonceur sans être intrusif. Ça nous permet de faire trois choses. Ça nous permet d'interagir véritablement avec le prospect ou le client qui est dans la rue, dans une situation de proximité. Cette interaction nous permet soit de collecter de la data, d'une manière évidemment la plus RGPD et naturelle possible, puisqu'on est en train d'interagir humainement avec la personne. On va également générer du trafic grâce à cette interaction. Ça peut être du trafic online sur des opérations digitales où on part du physique et on va emmener les gens à télécharger une application, aller sur une landing page, ou alors du trafic physique directement en magasin lorsqu'on est en proximité. Et puis la troisième particularité, évidemment, ça nous permet de faire de la visibilité sur des endroits qui sont hyper ciblés, puisqu'en fait, on va pouvoir positionner ces vélos là où vous pouvez imaginer un vélo qui pourrait circuler ou se positionner. Donc, c'est vraiment un vélo au regard de la loi. Donc, on peut vraiment aller sur des endroits qui sont un peu difficiles d'accès parfois pour la communication de manière classique. Je pense souvent aux Champs-Élysées qui sont un des endroits phares où il est très difficile d'aller positionner un affichage. Alors, notre concept, il est hybride. On fait à la fois de l'affichage, puisqu'en fait, les vélos sont très visibles, mais également de l'interaction humaine et donc du trafic, de la data
et ça dépend évidemment, bien sûr, des objectifs de campagne. À chaque fois, on adapte. Emmanuel, il va falloir raccourcir un petit peu parce qu'on va devoir clôturer rapidement. Ça marche. On est une régie nationale, donc on a la possibilité de mettre en place des opérations partout en France, dans les petites, les grandes, les moyennes villes, et on adapte chaque campagne avec un cahier de mission qui est fait au préalable. On va déterminer avec notre client annonceur son message, le bon moment, le bon lieu, en fonction évidemment de ses budgets. On va mettre à disposition des packs clés en main qui sont immédiatement disponibles partout en France. J'avais 2 petites vidéos à faire passer, donc qui illustrent vraiment le cas. La première vidéo, c'est une vidéo post-premier confinement, donc premier déconfinement. C'est très sympa, on a besoin de ça en ce moment. C'est une opération solidaire avec des QR de la joie, de la bonne humeur, et ils ont su... et on a filmé en fait la réaction des gens dans la rue. Le sourire, ouais, je me fais des photos. Moi, franchement, ça rend des super. Et puis, tout une vie comme ça. Vous offriez des sourires solidaires. Je sais qu'un sourire, on ne sait pas beaucoup avec les masques que portent les gens. C'est super pour venir voir la livre. Bah non, en vrai, des mecs qui sont dans le vélo, c'est particulier. Ouais. Ouais. C'était des J'ai fait des distributeurs de sourires. Ouais. Moi, ça fonctionne, ça inspire que... le vélo le plus rapide. Ouais. Ouais. C'est sympa. Voilà, alors c'est peut-être qu'on peut arrêter là sur les autres vidéos, Paul, je pense que ça va aller. Voilà, c'est juste pour souligner le fait que, évidemment, on a un gros capital sympathie qui nous permet justement d'interagir. Et en fait, nous, on se rend compte au quotidien que, évidemment, l'annonceur qui est sur ce type de campagne va justement bénéficier de ce capital sympathie et de cette interaction. Donc, en fait, aujourd'hui, je pense que dans l'air du temps, ça tombe bien. C'est plutôt un concept qui fonctionne encore mieux qu'avant, au final. J'anticipe un peu les questions. Hein. Merci. Je suis désolée, on va devoir s'arrêter là pour laisser place peut-être à une petite question avant de conclure, puisque voilà, il est déjà 10h40 et à 10h45, on doit s'arrêter. Merci pour ta présentation, Isabelle, je te laisse. Oui, merci beaucoup. C'est très joyeux comme présentation, ça fait du bien quand même. Voilà. Moi, j'avais évidemment la première question, c'était oh là là, à cause de la crise, le digital, c'est même pas évident. Et qui voyez-vous dehors quand il n'y a plus personne dehors? Et est-ce que vous avez donc pallié à ce problème-là récemment? Alors, effectivement, quand la rue est un peu impraticable, pour des raisons évidemment de décision gouvernementale, on ne fait pas d'opération. Par contre, en déconfinement, en fait, on a pris un gros coup de boost au déconfinement. Il y a eu un flux important dans la rue et nous, on a adapté aux gestes barrières, c'est-à-dire qu'on a complètement adapté notre concept. On a évidemment sensibilisé, formé nos équipes pour systématiquement respecter la distanciation et faire en sorte que les opérations se déroulent de la même manière qu'avant le confinement. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'au départ, malgré le masque, malgré toutes ces nouvelles façons de faire dans la rue, finalement, l'adaptation, elle s'est faite naturellement, à la fois pour le consommateur, enfin pour les gens qui sont dans la rue, mais également pour la marque et pour nous, en tant que collaborateurs et équipes sur le terrain. Finalement, tout se fait assez naturellement. On a vu sur le temps des pratiques qui changeaient et des façons de faire, une distance qui s'est installée de manière tout à fait naturelle. Donc pour nous, en fait, on n'a pas eu de gros problèmes. D'accord, merci beaucoup. Philippe, si tu veux poser une question et puis après je vous laisserai conclure pour cette rencontre de ce matin. Oui, finalement, très rapidement, parce qu'on est très en retard. Les vaccins sont là. 2021 va être une année totalement différente. Est-ce que vous pensez que ça va amener encore plus d'envie des gens d'être dehors et de rencontrer des gens comme vous, finalement? Alors, nous, on l'a ressenti sur le premier déconfinement très fortement, beaucoup plus. On a été surpris, d'ailleurs, on a été frappés. C'est pour ça qu'on a fait cette vidéo, d'ailleurs, pour démontrer un petit peu ça. Mais je pense que pour le second déconfinement, ça va être probablement moins flagrant parce qu'on est un peu dans un entre-deux aujourd'hui. Donc, les gens circulent beaucoup plus qu'au premier confinement. Donc, je pense que l'engouement va être réduit par rapport au premier déconfinement.
Par contre, la relation humaine que nous, on instaure et l'interaction qu'on a, elle est de plus en plus valorisée finalement, ça on s'en rend compte. C'est que globalement, on est très digitalisés tous et en fait, lorsque on a une interaction humaine qui est de plus en plus rare, on la valorise de plus en plus. Donc, elle doit être de très bonne qualité. Donc, nous, notre adaptation aujourd'hui, c'est d'avoir des formations qui sont encore plus précises, qui sont encore plus axées sur cette interaction pour que nos équipes soient en phase avec ce nouveau besoin qui est finalement d'humaniser quand on est dans un moment humain, quoi. Voilà, c'est un peu notre credo. Et ça permet d'ailleurs de digitaliser après, hein. C'est ce qui donne la confiance pour digitaliser la suite. Merci à tous. Dominique, peut-être un petit mot? Oui, d'abord, je voulais remercier l'ensemble des participants. Merci à Isabelle, merci à toi Philippe, et merci à tous aux 5 entrepreneurs qui ont pitché. Moi, je retiens plusieurs choses. D'abord, j'ai entendu des mots qui parfois me font plaisir et parfois me choquent. D'abord, la communication, je pense qu'elle n'a jamais été autant nécessaire qu'aujourd'hui. On a besoin de rapprocher les marques, on a besoin de rapprocher les enseignes, on a besoin de rapprocher l'ensemble de ses annonceurs vis-à-vis de son public et que celui-ci sache de mieux en mieux l'écouter et l'entendre. Donc, attention, je crois qu'aujourd'hui, on doit justement faire un effort très important de la part des marques et de toutes les entreprises d'investir en communication. Je le répète à chaque fois, hein, donc on s'est bien aperçu lors des crises précédentes, tous les acteurs qui ont été présents sur la communication ont été les grands gagnants donc, du lendemain. Même si on sait et on a conscience que le consommateur, on doit l'approcher aujourd'hui différemment. Deuxième sujet, je crois, qui est important, c'est quand on parle de complémentarité des médias, c'est la synergie que l'on peut voir des acteurs entre eux. Et là encore, ce matin, cela l'a peut-être démontré. Pourquoi, effectivement, chacun peut être complémentaire. Et je pense que la complémentarité que les acteurs pourront monter entre eux pour aller capter de nouveaux clients, puisque nous ne sommes pas dupes, nous savons que la crise a terriblement affecté la filière de la communication dans toutes ses facettes. Les agences, les médias, l'événementiel, l'industrie, même le numérique et même l'innovation. Donc, je crois que c'est peut-être aussi à l'ensemble des acteurs de la communication de gérer leur propre complémentarité. Et on a essayé de le démontrer ce matin parce que, effectivement, FICAR sert au groupe Influence dans ses campagnes. Donc, c'est essayer de mettre en relation l'ensemble de ces acteurs pour qu'ils puissent se fédérer, se regrouper et aussi aller faire de la conquête client avec une offre de plus en plus large. Voilà ce que j'avais moi à dire. Merci à toi, Louison. Peut-être le mot de la fin en 2 phrases d'Isabelle et le mot de la fin de Philippe en 2 phrases, donc de cette petite matinale. Ben, merci beaucoup à vous tous d'avoir pitché aussi bien et c'était très intéressant. Merci à Dominique, Louison et toute l'équipe de Comme Média d'avoir pu participer à cet événement. C'est un petit événement quand même. Moi, ce que je retiens, c'est réhumaniser et personnaliser. Voilà, en fait, ça c'est ce que je retiens de toutes les offres, on va dire en cas d'usage, que effectivement, en ce temps et cet espace qui change de fait par la crise, réhumaniser les liens entre le consommateur et la marque, entre les consommateurs, devient primordial, même si ça paraît évident. Ce sont les moyens qui changent et dans les moyens, il y a la personnalisation, entre autres. Et je trouve que ces 5 entreprises ont bien représenté cette tendance qui jusque-là était là, mais qui n'arrivait pas vraiment à émerger pour l'instant. Voilà. Telle serait ma conclusion. Merci beaucoup. Très rapidement, pour ma part, d'abord, une fois de plus, 5 dirigeants, 5 personnalités, 5 entreprises pleines de dynamisme, et finalement, vis-à-vis desquelles tout ce qui vient de se passer, ça n'est qu'une opportunité de rebond supplémentaire, et ça se voit à l'énergie des 5 présentations et des gens qui les ont menées. Alors, moi, ce que j'ai entendu également, c'est 5 mots, 6 mots importants, c'est surprendre, étonner, éclairer, intégrer, et puis interpeller. Et puis autour de tout ça, et tu l'as dit Dominique, c'est se retrouver ensemble. Et se retrouver ensemble, c'est à la fois, et c'est ça qui doit être également intégré, c'est à la fois les individus que nous sommes en nous-mêmes,
dans notre environnement, les consommateurs que nous sommes, les citoyens que nous sommes, et particulièrement dans ce qui va se passer sur après 2021. Et si j'ai envie de reprendre deux mots qui ont été donnés par nos intervenants, oui, on n'est plus dupe, mais de façon globale, pas uniquement en tant que consommateur. Et puis, je dirais bien quelque chose, parce que vous savez que ce qui m'est cher, c'est tout ce qui est collectif et tout ce qui touche autour de la bienveillance et de cette solidarité. Je vais reprendre juste quelque chose qui a été dit, c'est la symétrie des attentes, c'est aussi les attentions symétriques. Et je pense que c'est important, et c'est ce que tu fais, Dominique, dans ton action tous les jours pour la filière. Et merci encore. Merci à vous tous. Merci, Louison. Merci à tous. Merci encore pour ce très beau travail. Et je pense que l'Observatoire te félicite et notre public aussi. Merci pour tout ce que tu fais aussi, pour toutes ces entreprises innovantes. À très vite. À très bientôt. Prochaine édition, très prochainement. Il nous reste nous suivre sur les réseaux. À très vite. Et retrouvez les replays, nous les poussons. Au revoir, merci.